d'urbanisme. On va aller assez vite au départ. On te fait un signe, Laurent, pour changer le slide. Le slide. Très bien. Oui, alors, je répète que Catherine avec qui on a rédigé donc ce document, ce PowerPoint, est vice-présidente de l'atelier Migration Inclusion de la commission du comité européen du Conseil européen d'urbanisme, dont je fais aussi partie. Voilà. Après, bon, les données. Hop. On passe là-dessus. Alors, le logement. Donc, le droit au logement digne est un principe, un droit fondamental au même titre que la nourriture et l'habillement inscrits dans les textes internationaux et européens, notamment dans les textes de la Déclaration des droits de l'homme. Et il figure bien sûr dans les constitutions françaises, belges et françaises. Alors nous, en tant qu'urbanistes, nous évoquerons le besoin de logement bien sûr pour l'inclusion des migrants, des sans-papiers, des demandeurs d'asile, mais comme de l'ensemble des populations fragiles, hein, qui sont les classes socio-économiques basses, les personnes à besoins spécifiques, par exemple les handicaps, et nous poserons donc la question de l'intégration de cette thématique. En fait, le grand problème, on le sait bien, c'est le manque de logement. Alors, les traités relatifs au droit universel et au logement de l'accueil des réfugiés, vous les avez, internationaux, donc la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU le 10 décembre 1948, qui a été contractualisée ensuite par le Pacte international, qui consacre dans son article 25 le droit au logement pour tous. La Convention de Genève du 28 juillet 1951 et son protocole du 31 janvier 1957, et les textes européens, la Convention de Dublin, puis le règlement de Dublin, le traité d'Amsterdam et le traité de Lisbonne de 2009. Voilà. Catherine, c'est à toi. Voilà, donc un petit rappel sur les définitions au regard des règles d'accueil. Donc les personnes fuyant la guerre et la misère présentes dans leur pays d'origine et recherchant une protection dans nos pays sont bien entendu d'abord des êtres humains. Cependant, plusieurs définitions existent. Il y a le terme de migrant, de réfugié, de demandeur d'asile. Donc une personne migrante est définie par les Nations Unies comme une personne qui est en cours de déplacement, peu importe ses raisons. Un demandeur d'asile est une personne qui a fait une demande d'une protection internationale dans un pays, et une personne réfugiée a obtenu cette protection internationale. Alors, les vrais chiffres de l'immigration en France. Parce que bon, on fantasme souvent sur les chiffres, donc vous les avez là. En France, en 2020, on a 6,8 millions d'immigrés, soit des personnes nées à l'étranger qui vivent en France, soit 10,2% de la population totale. Et 2,5 millions d'immigrés, soit 36% d'entre eux, ont acquis la nationalité française. Donc vous avez ce tableau. En fait, selon un économiste du Centre d'études de prospective et information internationale, avec environ 277 000 entrées d'immigrés permanents en 2018 pour 67 millions d'habitants, le taux d'immigration en France s'établit à 0,4%. Proportionnellement à sa population, la France accueille ainsi 2 fois moins d'immigrés que l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, et 3 fois moins que la Suède ou l'Autriche. Depuis la crise des réfugiés en 2015 et jusqu'en 2019, la France a enregistré en moyenne 1650 demandes d'asile pour 1 million d'habitants.
chaque année, soit un taux de demande d'asile équivalent à 0,17% de sa population, ce qui la place en deçà de la Belgique et surtout loin derrière l'Allemagne et la Suède, dont les demandes d'asile ont été respectivement 2 à 3 fois plus élevées, mais devant d'autres pays d'Europe de l'Ouest comme l'Espagne ou le Royaume-Uni. Pour la Belgique, donc notre population sur 11,5 millions d'habitants, les non-belges représentent 12,4%. Donc dans ce tableau, la colonne de gauche représente les chiffres au niveau national et les 3 colonnes de droite sont plutôt les régions. Et donc dans la première colonne, on voit qu'on a environ 67,9% de Belges d'origine belge et puis on a 19,7% de Belges d'origine étrangère mais qui ont acquis la nationalité belge. Donc du coup, la population étrangère vivant en Belgique est de 12,4 et ces chiffres voilà, changent un petit peu chaque année. Donc la population belge d'origine belge diminue un petit peu chaque année. Ensuite, le chapitre suivant, on va parler des besoins d'accueil. Quand on regarde tout d'abord sur cette slide-ci, les besoins d'accueil à l'échelle mondiale, c'est un tableau des Nations Unies. Pour 2020, donc on a 82,4 millions de personnes qui étaient déracinées à travers le monde. Donc on a un chiffre assez important de déplacés internes, 48 millions. Et ensuite, le nombre de réfugiés, on est à 20,7 millions de réfugiés. Sur ce chiffre-là, en fait, le Haut Commissariat aux réfugiés estime que 1,45 million de personnes ont besoin en fait, d'être réinstallées. Et du coup, sur la slide, je pense, suivante, on peut voir, voilà, on va voir différents chiffres, mais il faut garder ce chiffre-là assez important de 1,45 million de personnes qui ont besoin d'être réinstallées, qui ne peuvent pas retourner dans leur pays et qui ne sont pas bien là où elles sont actuellement, même si elles sont déjà changées de pays. Les demandes d'asile, en 2020, les 27 États membres de l'Union européenne ont accordé une protection internationale à 281 035 personnes. Ce chiffre-là dépend d'une année à l'autre. En 2017, il était beaucoup plus haut. Ça dépend évidemment en fonction des demandes. Les demandes ont été plus basses en 2020 suite à la situation sanitaire. Si on regarde au niveau France et Belgique, voilà, du côté français, les demandes ont augmenté depuis 2016. En 2020, elles sont plus basses, je viens de le dire. Et l'octroi d'une protection va en augmentant. Côté belge, c'est un petit peu différent. Les demandes augmentent également. L'octroi diminue. Ça diminue surtout parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font une deuxième demande, en fait, deuxième demande d'asile en Belgique. Elles l'ont déjà fait une première fois dans un autre pays. Et du coup, il y a la Convention de Dublin qui intervient un petit peu entre les deux. Si on regarde en fait le chiffre des 281 035 personnes qui ont eu le statut de réfugié en Europe, ça a été principalement accepté en Allemagne. Il y a 98 000 personnes qui ont été acceptées en Allemagne. On a 51 000 personnes en Espagne. Ensuite, on a la Grèce, la France et l'Italie. Donc, les pays qui prennent le plus de réfugiés en Europe sont ces pays-ci. Sur la slide suivante, on a aussi le programme de réinstallation. Donc, le pacte global des migrations a été signé en 2018. Et c'est l'idée, voilà, principalement du Haut Commissariat aux réfugiés qui aimerait que l'Europe puisse réinstaller plus de réfugiés que ce qu'elle fait actuellement. Donc actuellement, l'Europe prend 3% des personnes en besoin d'une réinstallation sur les 1,44 millions. Et l'idée des Nations Unies, c'est que l'Europe puisse augmenter de 10 000 personnes d'année en année pour arriver en 2025 à prendre en charge 250 000 réfugiés. C'est une estimation, voilà, c'est une demande qu'ils ont par rapport à l'Europe au vu du niveau économique que nous avons ici. Donc, du côté français, oui, pardon, Chantal. Du côté français, donc, on a eu en 2018-2019, on a 10 000 réfugiés qui sont réinstallés, un quota de 10 000 personnes, et 2020-2021, déjà 1 200 réfugiés réinstallés, sur un quota de 5 000 personnes.
La réinstallation est un instrument visant à démontrer de la solidité avec les pays qui accueillent un grand nombre de réfugiés qui doivent donc servir de levier pour élaborer d'autres solutions dans ces pays, comme une plus grande autonomie et la création de conditions permettant un retour en toute sécurité. Je ne sais pas si je me suis... bon, vas-y Catherine pour la Belgique. Voilà, simplement. La Belgique a des chiffres un petit peu moins bons que la France. Donc, il y a des promesses de prendre en charge 2000 personnes en 2018-2019. Il n'y en a eu que la moitié. Et puis, après, pour 2020-2021, il y a seulement 176 réfugiés qui sont réinstallés. On est déjà presque à la fin de 2021. Donc, il y a des promesses de réinstaller encore 1500 réfugiés, mais je ne sais pas s'ils vont arriver tout d'un coup par magie au mois de décembre. Donc, il y a des gros efforts à faire au niveau de la Belgique, en tout cas, pour ne fût-ce qu'atteindre les chiffres promis. Catherine. Oui, la troisième catégorie de personnes à prendre en compte au niveau des logements à produire, c'est les sans-papiers. On estime en Europe qu'il y a entre 4 et 5 millions de personnes qui vivent sans papier et quasiment sans droit. Quand on regarde un petit peu les estimations pour ces 5 premiers pays, ils concernent principalement quasi 4 millions de personnes. Donc il y a la Grande-Bretagne entre 1 million à 1,5 million de personnes, Allemagne environ 1 million, la France entre 600 et 700 000 personnes, l'Italie également, et la Belgique 110 000 à 150 000 personnes sans papier. Bien entendu, ce sont des estimations. Mais à titre de comparaison, aux États-Unis, tu disais que 12 millions de sans-papiers habitent et travaillent dans le pays sans aucun droit. Donc, voilà, oui. aux États-Unis, c'est bien pire. Après, sur le besoin de logements sociaux, donc il y a effectivement un manque crucial de logements sociaux qui est exploité par les marchands de sommeil, hein, les gens ne pouvant se retourner que vers des conditions comme ça. Donc les chiffres en France en 2020 on a 5,1 millions de logements sociaux, mais on a 4 millions de personnes mal logées ou sans logement. Donc quasiment la même chose. Il y a un programme de 250 000 nouveaux logements sociaux en 2021 et 2022. C'était un protocole d'accord qui a été signé avec les acteurs, entre l'État, entre le gouvernement et les acteurs du logement social. Et les objectifs de mobilisation de 10 000 logements pour les réfugiés. Ça, c'est l'OFPRA qui a demandé ça par une circulaire. Donc, 10 000 logements, c'est l'objectif 2020 de mobilisation de logements pour les réfugiés. Une mobilisation qui repose à la fois sur une solidarité locale et une solidarité nationale pour assurer l'accueil de réfugiés en provenance d'autres territoires. On le verra plus loin. C'est une des stratégies en fait de l'État de répartir en fait le nombre de réfugiés, notamment des zones en tension bien sûr. Elle mise notamment sur les contrats territoriaux d'accueil et d'intégration des réfugiés, STAIR. Et cette note rappelle qu'en 2 ans, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, plus de 18 000 logements ont été mobilisés, permettant le relogement de près de 40 000 réfugiés, 39 400. Mais le problème reste. Voilà, on peut passer à la suivante. Donc là, c'est les actions, voir ce qui se passe au niveau des villes. Donc on a des villes accueillantes partout dans le monde. C'est un réseau qui se construit petit à petit, qui s'intensifie depuis plusieurs années. Donc il y a ce réseau-là, il y a des villes en Europe qui font partie de plusieurs de ces réseaux. On connaît bien le réseau du Parlement global des maires. Il y a le réseau international des villes refuges, le réseau des villes interculturelles, la coalition internationale des villes inclusives et durables. Si on regarde sur la slide suivante, on s'est focalisé sur l'Europe, sur ce site internet-là que je trouvais assez intéressant, movingcities.eu. Ça reprend vraiment toutes les villes
qui soutiennent activement les politiques migratoires basées sur la solidarité. Donc là, il y a un recensement de 747 villes qui sont actives dans un réseau ou dans l'autre. Et on reprend également 14 réseaux et campagnes européens qui plaident activement pour des politiques migratoires plus progressistes. Et du coup, voilà, sur ce site-là, voilà, quand on clique sur une ville, on peut vraiment voir des informations, aussi des projets qui ont été faits dans certaines de ces villes. Si on se regarde un petit peu plus sur la slide suivante. Les villes accueillantes en France et en Belgique. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est des mouvements, voilà, on connaît les Welcoming Cities aux États-Unis, les villes rebelles en Italie, les villes sanctuaires au Canada, en Grande-Bretagne, les Seebrück en Allemagne, et puis voilà, en Belgique, les communes hospitalières, et en France, les villes accueillantes. En France, on a Envita, on en avait parlé déjà un peu à la SFU, donc l'Association nationale des villes et territoires accueillants, qui compte maintenant 53 territoires et qui à l'origine en fait a été initié par Damien Carême, que j'espère va arriver tout à l'heure, je crois. Voilà, donc ce sont des véritables espaces de mobilisation politique. Oui. Damien Carême nous écoute, il est arrivé à dire. Ah, très bien. Très bien. Bienvenue. Voilà, donc on en parlera un peu plus ensuite. Voilà, du côté Belgique, on a le concept de commune hospitalière, de Solidaricement. Ça rassemble 126 villes et villages. Et l'idée, c'est que l'engagement, c'est de sensibiliser la population aux questions migratoires d'une part, et d'autre part d'améliorer l'accueil des migrants, quel que soit leur statut, dans le respect de leurs droits. Et donc ça comprend l'aide pour rechercher un logement et toutes les formalités administratives. Et donc on posait la question de la ville accueillante, serait-elle l'occasion de revitaliser, de renouveler les politiques urbaines pour tous ? Je continue, oui, sur l'Envita. Donc, elle rassemble les autorités locales, les groupes d'autorités et les élus qui travaillent pour une politique d'accueil et d'hospitalité inconditionnelle. Voilà. Ensuite, on va passer au financement, le nerf de la guerre. Donc, en Europe, on a le réseau Eurocité, qui militait pour la création d'instruments de financement de l'Union qui bénéficient directement aux municipalités sans passer par la médiation des États. Ça, c'est en partie fait par un accord en fait, de décembre 2020. Le Parlement européen et le Conseil ont garanti que les fonds asile, migration et intégration, soit 9,882 milliards d'euros, pourront être alloués à des autorités locales et régionales qui mettent en place des mesures soutenant l'intégration dans leur communauté. Ça, c'est très important. Bon, autre exemple, celui, peut-être tu décris, Catherine, Urban Innovation Action, qui attribue des financements directs aux villes sous la forme de bourses, de transfert de fonds ou de financement de partenaires locaux pour la mise en place de politiques innovantes en matière d'accueil et d'intégration. Et donc en France, on en plus, et ça on en parlera un peu plus loin, des fonds qui sont attribués par la délégation ministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés et qui proposent un contrat territoire d'intégration. Dispositif qui est doté d'un budget national de 9 millions d'euros et qui permet de soutenir des actions particulières en faveur des réfugiés. Il faut qu'ils aient le statut de réfugiés. En plus des dispositions déjà existantes, donc c'est des cours de français, une aide au logement et aux démarches administratives. Et le 17e contrat territorial d'accueil et d'intégration a été signé ce 16 novembre 2021 entre l'État et la ville de Marseille. Voilà, donc c'est le 17e et c'est dans ma ville. Voilà. Bon, un bémol à ça, cet accompagnement de l'État français
ne peut compenser la stratégie du ministère de l'Intérieur du démantèlement sans préavis de plus en plus nombreux et brutaux de squats, bidonvilles et campements à travers toute la France, et qui sont dénoncés par de nombreuses associations caricatives et qui récemment a fait l'objet d'un article dans Le Monde parce qu'on a de plus en plus de démantèlements sans préavis. Voilà. Alors on peut rajouter aussi qu'en France, 500 000 personnes ont obtenu le statut de réfugié, et dont 3 000 à Marseille. Je continue sur ma lancée de la signature. Catherine? Oui, sur la slide suivante, on a voulu prendre des exemples d'actions qui ont été menées, qui sont reconnues comme fonctionnant bien et ayant un bénéfice important pour les réfugiés. Donc, il y a la ville de Riace en Italie. Ça, c'est un cas que je ne connais pas très bien parce que j'ai lu dernièrement que le maire allait avoir une condamnation en justice. Et donc, l'idée était de tenter de répondre à la désertification du village en proposant à des familles migrants d'occuper les logements abandonnés. Voilà, c'est un cas d'étude à voir. Je suppose que ça se fait aussi dans d'autres villes. La ville de Chaux-de-Fonds en Suisse a décidé de créer une carte d'identité municipale. Ça avait déjà été fait à New York également. L'idée, c'est de pouvoir donner cette carte d'identité à tout le monde et ça permet du coup d'avoir accès à des services comme la bibliothèque, faire une demande de logement à la gérance de la ville, ça peut servir de monnaie locale ou encore de titre de transport. Ça c'est vraiment, je trouve, une action qui est faite par la ville qui pourrait se reproduire assez facilement pour d'autres villes. À Halle, en Allemagne, en fait, depuis 2016, la ville de Halle a suivi un modèle progressif pour que les réfugiés puissent emménager plus rapidement dans leur propre maison. Comme c'est une petite ville, le marché du logement n'est pas si compliqué que ça. Et du coup, la ville a pu commencer à louer environ 700 appartements, qu'ils appellent ça des appartements d'intégration, directement aux réfugiés. Et donc, ils ont des chiffres assez importants. Début 2017, 44% des demandeurs d'asile à Halle étaient déjà intégrés au marché du logement régulier. C'est assez impressionnant pour moi, parce qu'en Belgique, les réfugiés sont quand même tous à rester forts dans les centres d'asile. Le cas de Livadia, c'est un petit peu la même chose, donc petite ville également, du coup, peut-être une plus grande facilité, je ne sais pas, pour pouvoir avoir des appartements à disposition des réfugiés. La ville s'est dit que c'était intéressant d'avoir les migrants qui sont logés plutôt au centre-ville que dans les hotspots en Grèce, et qu'il y avait voilà, un intérêt pour l'économie locale. C'est effectivement la location des appartements qui étaient peut-être vides ou en mauvais état, leur réparation, apporte un revenu important aux propriétaires de la maison, ça fait travailler les entrepreneurs locaux et ça donne aussi du travail à certains fournisseurs de services. Donc il y avait vraiment cette situation win-win et ça a été possible dans cette ville-là. Sur la slide suivante, encore 3 exemples. Voilà, à Berlin, en Allemagne, on en parle aussi beaucoup. La ville veut vraiment se démarquer de ce qui est décidé quelquefois au niveau national et a décidé de supprimer une partie des barrières bureaucratiques pour accéder à un logement. Ils ont établi un point de contact central pour les propriétaires et ils offrent également un soutien financier. Donc les frais de logement sont financés jusqu'à 750 € par personne par mois pendant en fait toute la procédure d'asile. Voilà, au niveau de Pays-Bas, à Amsterdam et à Utrecht, on a 2 cas intéressants également. À Amsterdam, à partir de 2018, le nouveau gouvernement de gauche a eu l'intention de créer des refuges qui sont ouverts jour et nuit, donc les personnes restent là tout le temps, pour 500 migrants sans papier. C'est un programme pour les migrants sans papier qui inclut 5 villes pilotes. Du coup, l'idée est que les personnes puissent rester jusqu'à 18 mois dans ce refuge et sont aidés pour du travail, pour essayer d'obtenir une résidence légale, pour un retour dans le pays d'origine si besoin. Et pendant que ces migrants non documentés habitent dans ce refuge, ils ne peuvent pas, ils sont protégés en fait contre la détention. À Utrecht, un autre projet, c'est le plan Einstein-Overvecht.
Donc c'était dans ce quartier-là, en fait, un nouveau centre d'asile devait ouvrir. Les habitants du quartier n'étaient pas très chauds. Et du coup, il y a eu voilà, cette idée de pouvoir avoir une approche sensible par rapport au contexte, au quartier existant, et de construire et d'ouvrir un centre qui allait être voilà, en dialogue avec les habitants existants. Il y a des jeunes locaux qui ont habité ce bâtiment, des réfugiés qui ont habité ce bâtiment. Il y a des espaces libres, des espaces communs, partagés, et un réel souci pour qu'il y ait des activités communes où les réfugiés et les habitants puissent se rencontrer. Alors sur la slide suivante, donc on va parler des camps et notamment en fait l'expérience de Grande-Synthe, bien sûr, hein, mais je suppose que Damien nous en dira plus ensuite. Alors que l'on croyait jusque-là que les besoins fondamentaux se limitaient à tout ce qui est physiologique, manger, dormir, se laver, pouvoir aller aux toilettes, on comprend aujourd'hui que ces besoins sont beaucoup plus larges et qu'on peut se contenter de se satisfaire que les premiers. En effet, la reconnaissance, la cohérence, l'échange, la réflexion, l'affection aussi sont fondamentaux aussi fondamentaux que les besoins physiologiques. Donc le camp humanitaire de Grande-Synthe, conçu et construit avec la meilleure volonté du monde par la mairie, Médecins sans frontières, a fini par être incendié par certains de ses habitants, tant les conditions d'accueil ne correspondent plus à leurs besoins humains fondamentaux. Et c'est de ce triste constat qu'est né le projet de recherche-action sur la ville accueillante, donc financé par le plan urbanisme, construction, architecture de PUCA et la ville de Grande-Synthe. Une équipe pluridisciplinaire a réuni plusieurs spécialistes des questions, humanitaires, architectes, urbanistes, sociologues, géographes, anthropologues, pour constituer un ouvrage qui serait tout à la fois un ouvrage de fond et un manuel de ce qu'on pourrait dire de la ville accueillante. Il a été publié en octobre 2018 aux éditions de PUCA. Voilà, il y avait, enfin, je crois que Cyril Anna, qui aurait peut-être pu venir aujourd'hui, n'est pas là, mais a beaucoup participé aussi à ça. Voilà, alors sur le slide suivant, donc on reparle des camps. Celui de Stuttgart en Allemagne. Les camps, bien que construits en bâtiments modulaires, sont conçus comme des quartiers de ville. Ils ne sont pas fermés du tout, sont situés au centre des bourgs et on n'y voit ni vigile ni garde. L'autogestion des habitants en partenariat avec les villes fixe le fonctionnement quotidien des lieux. Des immeubles partagés ont été construits pour accueillir aussi bien les réfugiés que les Allemands et tout a été mis en place pour favoriser les activités en commun et c'est bien l'important. À Lesbos, en Grèce, donc dans le village d'accueil de Karatepe à Lesbos, tout a été pensé pour que le nouveau quartier soit le vecteur d'activité économique locale, aussi bien pour les nouveaux que pour les anciens habitants de la petite ville des Mytilènes. À Athènes, en Grèce, la ville a opté pour un faisceau de solutions pour l'accueil, reconnaissant notamment la gestion des squats par des mouvements politiques comme faisant partie de la réponse. À Mayotte, territoire français, donc, enfin département français, on a cessé aussi de parler de bidonville, mais plutôt de quartier spontané, avec toute la différence sémiologique portée par ces termes. Les politiques de destruction sont remplacées peu à peu par des politiques de requalification urbaine. On a eu un autre exemple de cette stratégie menée en 2015 avec l'association Pérou sur les bidonvilles de Rissorangis de Grigny. Selon la formule qu'il faut mieux construire vaut mieux que détruire. Et là, on a installé une ambassade dans le bidonville avec l'organisation d'événements culturels et participation avec des architectes et des artistes à l'amélioration concrète des conditions de vie. Là aussi, on peut consulter PUCA
qui a publié sur ce thème. Alors, le dernier, donc en tout cas, exemple, c'est dans les villages et les villes moyennes en France. L'accueil à village humain, en fait, c'est un article qui est paru dans Libération et qui m'a semblé intéressant. En fait, on sait bien que les villes moyennes et petites constituent des espaces de passage ou d'ancrage dans la trajectoire des migrants. Elles jouent un rôle de plus en plus important dans les politiques de réinstallation des réfugiés en France et en Europe. Et des filières institutionnelles européennes et nationales orientent ainsi des réfugiés demandeurs d'asile diverses vers ces territoires. En France, ces 4 communes qui sont citées là, hein, donc qui sont frappées par l'exode rural, ont décidé, ou peut-être forcé, puisque l'État n'est pas forcément les autorités locales ne sont pas forcément intéressées dès le départ, mais ils ont décidé d'accueillir ces migrants. Et en fait, bon, vous avez les chiffres, ça va de petites villes, de villages de 600 habitants à 2000. Ces réfugiés qui au départ étaient vus d'un œil pas très favorable, plutôt curieux, en fait, se sont très bien adaptés. Les enfants jouent au foot ensemble et les adultes se parlent. Donc effectivement, alors tout ça évidemment est organisé par l'OPRA pour désengager les villes où l'afflux est trop important. Bon, il y a évidemment, il y a sans doute des inconvénients à ça, c'est-à-dire que sont des villes où les réfugiés ne trouvent pas forcément d'autres compatriotes et que le travail est sans doute plus difficile à trouver que dans une très grande ville, mais néanmoins, ce sont des espaces qui permettent au moins pendant le temps de la demande d'asile de respirer et aux enfants surtout d'être bien accueillis. Et ça peut être une formule pour repeupler, entre guillemets, des villes en déficit de population, repeupler les écoles, occuper les logements sociaux assez nombreux qui sont inoccupés. Voilà, donc une des formules. En tout cas, je vous conseille de lire cet article qui est mis aussi sur le site de Libération. Voilà. La conclusion, donc. Voilà, donc Catherine, peut-être. Hein, oui, voilà, on se pose du coup la question. Voilà, on vous a donné, on a cherché beaucoup avoir les chiffres pour se rendre plus compte de cette réalité-là, mais en soi, voilà, nous, on est urbanistes, on a besoin de mettre les mains dans la boue et travailler avec les gens, avec les villes. Et du coup, on se pose cette question-là, nous, urbanistes, en tant que professionnels de l'aménagement du territoire et de la conception du vivre ensemble, comment pouvons-nous aider les villes et territoires à opérationnaliser leurs objectifs en matière d'accueil et d'inclusion? Il y a un besoin urgent de créativité pour développer des projets hybrides, novateurs, temporaires, flexibles, pour répondre aux multiples besoins au logement. Une façon de faire avancer les discours et les mentalités ne serait-ce pas en fait de montrer des réalisations de projets réussis en tant que, voilà, que réalisateur, concepteur et opérationnel. Enfin, pour l'opérationnalisation des projets, c'est vrai que c'est une manière qui, nous, en tant qu'urbanistes, nous semble super importante, de pas simplement avoir des objectifs et des discours, mais de pouvoir réaliser des petits projets à petite échelle et de montrer que ça fonctionne.
Il y a plein de choses à faire. Il faut penser les stratégies d'intégration de centres d'asile dans les centralités urbaines et villageoises pour pouvoir créer du lien, créer de l'autonomie. Il faut démontrer les opportunités de redynamisation urbaine. Il y a la requalification de logements vides, l'implication dans l'économie locale et dans la vie sociale. Et puis, autre chose, c'est de pouvoir agir face aux camps, aux bidonvilles et aux squats. Comment aborder les installations temporaires et comment agir dans ce contexte-là. Voilà, au travail, ces questions n'attendent pas. Très bien, ben merci beaucoup Chantal et Catherine. Hein, ça fait énormément de données en quelques minutes. Et puis le tandem à deux était vraiment très agréable. Donc merci beaucoup à la fois pour l'effort de synthèse et puis pour la clarté de la présentation. Donc on va commencer le débat. Avant ça, peut-être je voulais accueillir donc Damien Carême. Je crois qu'on le remercie tous d'être parmi nous aujourd'hui. Alors peut-être pour lancer un petit peu le débat et la discussion, Monsieur Carême, est-ce que vous pouvez rapidement ouvrir le micro, nous présenter peut-être vos principales actions et puis nous dire un petit peu comment vous souhaiteriez que les urbanistes se saisissent de ce sujet de la façon la plus efficace possible. Ouf. Merci en tout cas pour cette présentation dont je partage pratiquement toutes les pages, qui font partie du plaidoyer que moi j'utilise depuis des années sur la question de l'accueil de ces exilés, de ces chercheurs de refuge, comme je les appelle, qui sont aussi des éléments partagés par l'Association nationale des villes et territoires accueillants qu'on a effectivement créé il y a 3 ans maintenant, qui rassemble aujourd'hui 53 territoires. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a de plus en plus et assez rapidement là, ces derniers temps. Vous soulevez un certain nombre de questions sur l'intégration de ces personnes. Alors nous, à l'Envita, vous le savez, vous l'avez dit tout à l'heure, on est sur de l'accueil inconditionnel parce qu'on ne veut pas faire de catégorie de personnes qui nécessitent d'avoir un logement à toi, comme ça a été rappelé aussi tout à l'heure. Il y a des conventions internationales, il y a des textes, il y a notre constitution qui disent que personne ne devrait dormir à la rue dans notre pays, quelle que soit sa condition. Et moi, je mets les personnes réfugiés, exilés, demandeurs d'asile ou autres dans le même que les Français qui sont pas logés, enfin les Français, les gens qui résident dans notre pays depuis longtemps et qui n'ont pas de logement dessus. La seule différence que je peux faire sur le public des personnes réfugiées ou demandeurs d'asile, ça dépend où on se situe. Alors, il y a le camp de Grande-Synthe qui a été cité en exemple. À Grande-Synthe, on s'est longtemps posé, quand on a fait effectivement cette recherche-action avec le PUCA, avec Cyril Hanap, sur la ville. D'abord, on a fait un camp. Moi, je ne préconise pas de faire des camps parce que c'était une urgence humanitaire à laquelle on devait répondre à un moment donné et qu'il n'y avait pas d'autre réponse que celle-là. Il fallait trouver une réponse pour 2500 personnes à un moment T et bien évidemment, la ville n'avait pas la réponse à cela. Mais c'est des gens, des personnes qui étaient arrivées mais qui ne voulaient pas rester, qui voulaient continuer leur parcours migratoire vers la Grande-Bretagne. Et ces personnes-là, les inclure dans la ville, c'est pas l'objet. Il faut leur offrir des bonnes conditions d'accueil, effectivement, mais c'est vraiment quelque chose de passage. C'est le cas aussi à Calais, c'est le cas à Ouistreham, c'est le cas à Bayonne, c'est le cas à Briançon, c'est le cas partout où en fait ces personnes arrivent et veulent poursuivre leur route migratoire en France ou en Europe. Ou, comme vous l'avez montré dans un certain nombre d'exemples, des villes où ces personnes peuvent s'insérer socialement, professionnellement, etc. Et les villes très diverses, comme ça peut être des petits villages, comme vous l'avez bien montré dans cet article de Libération. J'ai eu des témoignages, moi aussi, de maires de petits villages qui avaient fait des efforts à l'époque, des efforts entre guillemets, en 2015 et qui avait ouvert effectivement dans des petits villages de 500 habitants 20 places pour accueillir des personnes et qui se posaient la question et qui tous en fait disent non c'était super, il n'y a pas eu de réticence dans la population, il n'y a rien qui s'est affronté, il n'y a pas eu d'affrontement dans la population sur ce sujet-là.
Donc, que peuvent faire les urbanistes? Ils peuvent répondre à une commande politique. Encore faut-il que la commande politique s'exprime. Et c'est tout l'enjeu qu'on essaie de faire, nous, dans le plaidoyer de l'association, mais c'est ce que font aussi, je pense que je reconnais Catherine Vitol de Wendel qui est là, je pense, et qui c'est un plaidoyer qu'elle fait depuis des années avec d'autres chercheurs, François Gémen, Michel Agier, l'anthropologue, il y en a plein d'autres dessus. Et voilà, on essaie dans nos voix, dans notre démystification du problème de la migration, d'installer un autre discours dans le champ politique pour que ça n'effraie pas les élus de prendre cette décision de mettre des logements pour accueillir ces personnes dans des bonnes conditions et avec la capacité qu'on peut faire. Alors, il y a plusieurs obstacles quand l'élu a décidé. C'est soit je fonctionne avec l'État et c'est plus facile, soit parce que ces personnes ne sont pas des statutaires, n'ont pas de statut de réfugié, ne souhaitent pas demander l'asile. Donc voilà, là, l'État n'est pas présent pour aider à ces personnes-là. Et donc, c'est quels moyens une ville dispose, de quels moyens dont elle dispose. Soit elle a un parc de logements ou des quelques logements qu'elle peut mettre pour ça, ou alors elle décide de faire quelque chose de temporaire. Et ça nécessite des moyens, et vous l'avez stipulé tout à l'heure, et je voudrais vous donner l'information, ce qu'on appelle ici la MIF, c'est-à-dire le Fonds Asile, Migration et Intégration que vous avez soulevé, qui effectivement est doté de presque 10 milliards d'euros, mais sur 7 ans, donc ça divise par 7, les 10 milliards d'euros, ce n'est pas tous les ans. C'est vrai. Et en fait, on a pour les collectivités, on a obtenu qu'il n'y ait que 5% de ces 10 milliards qui aillent directement aux collectivités sans passer par les États. Parce que sinon, ça transite par l'État, et forcément, l'État, quand vous faites quelque chose contre sa décision, il ne va pas vous octroyer de financement. Donc là, on a obtenu qu'en fait, une infime partie à l'échelle européenne, une très, très, très petite partie, puisse financer directement des actions de collectivités locales ou territoriales pour l'accueil de ces personnes-là. Donc voilà, je voulais vous quand même préciser, parce que c'est important, que finalement, les aides qui arrivent dans les collectivités, les aides financières, ne sont pas nombreuses. À ce propos-là, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas entreprendre, quand elles n'ont pas de moyens financiers, elles ne peuvent pas entreprendre grand-chose quand elles n'ont pas quelques logements ou même des locaux désaffectés d'une entreprise, je sais pas quoi, d'une clinique, d'une caserne, d'une ancienne caserne. Et encore, ça appartient à l'État, donc c'est compliqué. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Alors, c'est pour ça que moi, des fois, j'ai vu dans des collectivités des squats que la ville autorisait avec des... Alors moi, j'ai un problème avec tous les abréviations. Ils signent des baux avec un certain nombre d'associations qui autorisent le squat. En fait, c'est des squats autorisés par la collectivité, mais avec un bail derrière qui est signé, donc avec une forme de responsabilité. Et voilà, il y a quelques petites villes qui utilisent ça en France. Il y en a des plus grosses, je crois que c'est Rennes qui le fait aussi, sur des choses temporaires, c'est-à-dire c'est sur des bâtiments dont on sait que peut-être ils vont être démolis parce qu'il y a un projet urbain derrière, parce qu'il y a donc sur de la chose temporaire. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut voir. Et aussi l'Envita, c'est un peu ça, c'est l'échange de bonnes pratiques dans les collectivités pour voir ce qui fonctionne, ce qui a été mis en place, ce qui a été testé, ce qui a été fait. Et donc voilà, moi je rejoins la bagarre du logement pour tous, quel que soit son statut, et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'exprimer. Sinon, vous ne les avez pas cités, mais il y a le pacte d'Amsterdam, il y a le protocole de Quito qui ont été signés aussi, et dans les villes et dans les quartiers durables, qu'on appelle ça, il y a un pourcentage de logements qui doivent être octroyés aux personnes réfugiées. Ça, c'est écrit, voilà, c'est les protocoles internationaux qui ont été Habitat 3, là, qui s'est signé à Quito en 2017. Ça, c'est aussi important pour obtenir des financements, c'est qu'on doit répondre normalement à ces obligations-là, mais malheureusement, en France, on a l'obligation de la loi SRU qui n'est pas appliquée partout. On a déjà du mal à appliquer celle-là. Si on va rajouter la strate des personnes migrantes, ça va être encore plus compliqué peut-être de l'obtenir. Mais moi, j'ai confiance que... Alors, il y a des grosses associations aussi qui sont sensibilisées aujourd'hui, et je vais en terminer par là. Nous, on a des contacts avec France Urbaine qui commence dans ce travail sur la ville de demain, etc., à intégrer
la migration, qui n'est plus vue maintenant comme quelque chose de conjoncturel, mais de structurel. Donc, de toute manière, les collectivités, et c'est ce que je dis tout le temps, c'est que normalement, ça reste normalement une compétence de l'État, mais quand l'État est défaillant, c'est le maire qui se retrouve en charge du problème, parce que les habitants, ils interrogent le maire, ils n'interrogent pas le préfet ou le ministre de l'Intérieur. Donc, c'est le maire qui doit répondre, qui doit avoir des réponses à ça, et que donc, voilà, les élus, même si l'État n'est pas présent, à un certain moment, doivent affronter l'État pour pouvoir mettre en place des solutions. Et vous l'avez stipulé, et vraiment, c'est mon dernier propos, parce que c'était quand même à remarquer. Moi, en ce moment, avec ce qui se passe à Calais et ailleurs, voilà, l'actualité fait que je suis beaucoup interrogé. Je dis souvent dans les médias, et j'ai eu l'occasion de le dire hier soir, regardez ce qui s'est passé en Allemagne aux dernières élections. La migration n'a pas du tout été un enjeu électoral et l'extrême droite a baissé son résultat électoral. Voilà un peu l'instrumentalisation du débat aujourd'hui de la migration ne sert pas cette approche de droit au logement, etc., pour tous, et notamment pour les publics de migration. Et il faut qu'on ait un retournement. Et plus on sera d'acteurs à l'appeler de nos voeux, à amener un discours, les urbanistes, avec les chercheurs et avec les autres, à amener un autre discours autour de ces populations-là, permettra peut-être, parce que moi, je n'ai pas la vision d'une France raciste. Partout où je me déplace, et c'est chaque semaine, je fais un coin de France pour aller parler de migration. Je serai la semaine prochaine à Chambéry, par exemple, parce qu'il y a plein de villes de l'agglomération de Chambéry qui viennent d'adhérer à l'Envita. Et donc, c'est l'occasion de discuter avec elles et d'aller justement sur le jour de la journée des réfugiés, aller faire des baptêmes républicains là-bas en symbole. Voilà, je pense qu'il y a une France quand même qui est présente, qui est là dans la population, et c'est extrêmement important. Il ne faut vraiment ne pas avoir peur de porter ce débat sur la place publique et de l'apporter justement avec les solutions, et vous en avez cité quelques exemples. Quand c'est bien fait, ça marche et ça ne pose pas de problème, ni politique, ni économique, ni sécuritaire, ni tout ce qu'on nous balance comme contrainte aujourd'hui de l'accueil de ces migrants. Voilà ce que je peux vous dire assez brièvement après votre présentation, en vous remerciant encore. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Carême, à la fois pour ces précisions et puis pour ces notes d'espoir. Donc, on peut lancer le débat. Alors, on est très nombreux aujourd'hui. J'ai compté qu'on était 26, 27, ça dépend des connexions et des déconnexions. Alors, on peut commencer directement. Si jamais c'est un peu la cacophonie, on mettra un peu de réglementaire dans le débat avec le levage de main sur Teams ou directement à l'écran. Voilà. Est-ce que quelqu'un déjà voulait prendre la parole pour rebondir sur la présentation et les propos de Monsieur Carême? Je crois que Samuel, tu es déjà volontaire. Oui. Merci. Effectivement, je rejoins tout ce qui a été dit et je partage complètement les constats et les valeurs et les ambitions. Le droit au logement, pour moi, au logement digne et abordable, il est très important. Il y a beaucoup de migrants sans papiers, réfugiés, demandeurs d'asile et autres qui aujourd'hui sont parmi les premières victimes des marchands de sommeil et du mal logement au sens large, du fait par exemple de divisions de pavillons difficiles à contrôler par les services des collectivités locales. Il y a des collectivités locales qui mettent en place des permis de louer, permis de diviser, mais encore faut-il avoir les ressources en interne pour ensuite agir et faire de la pédagogie auprès des propriétaires. Le droit au logement, alors un petit détail, il ne figure pas dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 et il ne figure pas dans la Constitution. C'est un apport pris via le Conseil constitutionnel en 1995 qui a reconnu le droit à l'hébergement et au logement, mais ce n'est pas exactement dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui protège le droit de propriété qui à l'époque était bafoué. À l'échelle européenne et à l'échelle de l'ONU, il me semble qu'il n'y a pas non plus de protection, de garantie très forte du droit au logement. À l'échelle européenne, c'est le droit à l'allocation. Et c'est tout le débat qui avait été porté à la Cour européenne des droits de l'homme, puisque les Pays-Bas, qui garantissaient un droit au logement social très élargi dans une conception universelle, avaient été attaqués. À l'échelle de l'ONU, pour moi, les conférences habitat sont largement insuffisantes. Alors évidemment, elles sont le produit de compromis diplomatiques, mais elles se réunissent tous les 20 ans et je me demande s'il ne faudrait pas qu'il existe, à la manière du Bureau international du travail, un Bureau international du logement qui fixerait peut-être des normes ou des ambitions sur ce qu'est un logement et ce qu'est un hébergement. Parce que pour moi, l'enjeu, c'est effectivement, comme M. Carême l'a dit, c'est
d'ancrer et de ne pas mettre à l'écart, c'est-à-dire l'hébergement. En France, dans le droit, il y avait la loi Moll, dite Boutin, de 2009, qui prévoyait une place d'hébergement pour 1000 habitants. Cette loi n'est plus appliquée, ce qui est un problème, mais elle veut dire aussi derrière qu'on ne prévoit pas la marche d'après. La marche d'après, c'est l'intégration par le logement, entre autres, et finalement, le métissage, vous en avez parlé beaucoup, et pas la mise à l'écart. Pas la mise à l'écart au bout du village ou au bout de la ville. Alors évidemment, ça dépend du projet des premiers concernés. Évidemment, est-ce que c'est s'ancrer ou est-ce que c'est quitter la France? Je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'État est un peu schizophrène parce qu'il procède via le ministère de l'Intérieur à des expulsions brutales et sans bilan social, contrairement à ce que demande la direction interministérielle à l'hébergement, la DIAL, qui, par une instruction récente, et le collectif des associations unies l'a souligné, demande ces bilans sociaux préalables pour que l'intégration puisse avoir lieu. Et enfin, je voudrais souligner le droit à l'eau et le droit à la domiciliation. Les collectivités peuvent agir en accordant le droit à la domiciliation, qui est une des premières étapes pour s'ancrer, pour avoir son courrier, pour faire ses démarches administratives. Le droit à l'eau est largement bafoué, comme l'a montré les observatoires dans plusieurs villes de la coalition eau. Donc, si j'avais à récapituler, on a du travail, c'est pas facile, mais chacun peut agir à son échelle en tant qu'urbaniste. Merci.